et administrative. Le secteur est miné par plusieurs maux: raquettes, bagarres, désordre, extrême pauvreté des chauffeurs qui meurent dans l'indifférence. Bref, les incompréhensions entre acteurs et partenaires ont franchi le seuil du tolérable. La tutelle a décidé d'agir avec la réforme du secteur. Quel est le contenu de cette réforme et pour quel résultat? Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le 13e numéro de votre magazine RTI 1 reçoit. Invité le ministre des Transports, Gaoussou Touré, que je vous invite à découvrir. Portrait signé Patrice Kouakou dans un récit d'Abou Sanogo. Le ministre Gaoussou Touré est économiste option gestion des entreprises. Il a une expérience pratique dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir l'agriculture, l'industrie, le tourisme et le transport. De 1977 à 1980, il est fondé de pouvoir dans une banque de la place. Gaoussou Touré a à son actif plusieurs entreprises, entre autres une société de distribution de marchandises générales et une autre société de développement industriel de la région d'Odiény. En 1992, il crée la caisse d'épargne et de crédit à Odiény, dont il est le président. Son implication dans l'économie ivoirienne lui vaut le poste de premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en 1994. Actif dans le secteur du commerce, il obtient en 1998 le prix Excellence de la présidence de la République du meilleur commerçant de l'année. En 2000, Gaoussou Touré devient expert consultant noix de cajou, riz. Conseiller technique chargé du café cacao du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, il est élu en 2004 président de l'Association pour le développement de la filière cajou africaine. En 2010, il est nommé directeur des cabinets adjoints du ministre de l'Agriculture et devient le 1er juin 2011 ministre des Transports. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir monsieur Victorin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi Michel Digré de RTI 1, Ayoua Kouakou de Nord-Sud Quotidien et Paul Philippe de Radio Côte d'Ivoire. Il y a aussi Maïs Sako qui va enregistrer les préoccupations des téléspectateurs au studio A. Alors monsieur le ministre, des organisations professionnelles du transport routier projettent une grève le 1er avril prochain. L'annonce a été faite le 17 mars 2014 lors d'une conférence de presse. Une menace de grève, signe de la désapprobation de votre réforme. Merci. Avant tout propos, je voudrais d'abord remercier Madame le ministre de la Communication, Monsieur le directeur général de la RTI et toute l'équipe de la RTI qui me permet aujourd'hui de m'adresser à l'ensemble des Ivoiriens pour présenter la réforme du transport routier. Bon, tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a une grève qui se prépare. Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore eu de préavis de grève. C'est vrai que nous avons des acteurs qui se plaignent, mais aujourd'hui, nous pouvons rassurer les Ivoiriens qu'il n'en est rien, parce que nous avons l'ensemble des transporteurs de Côte d'Ivoire aujourd'hui derrière nous. Et même ceux qui se plaignaient, nous les avons reçus pour leur expliquer le bien fondé. Il y avait des incompréhensions. Et je pense que ces incompréhensions aujourd'hui sont levées et que nous pouvons vaguer à nos occupations et il n'y aura pas de grève. Vous l'avez bien dit, il n'y aura pas de grève. Alors, vous le signaliez tantôt, il y a des partenaires, des acteurs et autres. La convention avec les sociétés Starten, Interflex et Biomédical a pris fin le 20 août 2013 et prorogé au 31 mars 2014, c'est cela? Exact. Y a-t-il eu un audit sur la prestation de sa société avant de chercher à les remercier? Non, mais il n'y a pas eu d'audit, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des BOT, lorsque l'État signe un BOT, l'entreprise doit se préparer à faire un transfert de technologies au niveau de l'État. On signe le BOT parce que aujourd'hui, nous voulons que le secteur privé participe au développement de la Côte d'Ivoire. Parce que dans notre programme, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Donc tout ce que le secteur privé peut réaliser, nous passons par le secteur privé pour le réaliser, de telle sorte que nous puissions
consommer les crédits classiques avec les bailleurs de fonds au niveau du social, au niveau de l'éducation et des autres secteurs où il est difficile de mettre en place des BOT. Bon, donc, c'est clair que lorsque il y a un BOT, on doit s'attendre. La règle veut qu'on fasse le transfert immédiatement avec l'État de Côte d'Ivoire. Bon, en ce qui concerne Starten et Interflex, effectivement, la convention que l'État de Côte d'Ivoire a signée, cette convention-là échue, mais l'État n'est pas content, n'est pas du tout satisfait des prestations de ces structures. Et nous avons des plaintes tous les jours. Des usagers qui se plaignent, qui trouvent anormal qu'aujourd'hui on les oblige à se lever à 4 h du matin pour aller faire la queue parce qu'il faut s'inscrire comme candidat au permis de conduire. Bon, et ensuite il y a eu une amplification de la corruption au niveau, autour et à l'intérieur de ces guichets, et un mauvais traitement de l'ensemble des usagers. Bon, on peut noter aussi que ces sociétés-là ont fonctionné en toute indépendance. Et il est même difficile à l'État d'obtenir des chiffres et des statistiques. Je vais vous donner un petit exemple. Allez-y. Lorsque le président de la République ou le Premier ministre me demande aujourd'hui de donner un chiffre sur le nombre de véhicules en circulation en Côte d'Ivoire, je suis obligé de contacter au moins 8 structures. Et d'une structure à l'autre, on n'a pas les mêmes chiffres. Une structure va vous donner 1 200 000. L'autre va vous donner 800 000 et 200 000, 400 000. Donc ce qu'on fait, on fait la somme des chiffres qu'on a, on divise par le nombre pour donner des estimations. Est-ce que vous pensez qu'en plein 21e siècle, c'est de cette manière que l'administration ivoirienne doit travailler? Moi, je dis non. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous mettons en place cette réforme. Alors, la SONATT fait partie de cette structure, c'est une structure d'État. Quel est son sort? Le sort de la SONATT, c'est une structure qui a un compte d'exploitation positif. Exact. Ce qu'on peut dire, bon, on a entendu beaucoup de choses parce qu'on a dit que toutes les structures seront dissoutes et qu'il n'y a que la société qui puisse aujourd'hui, qui prendra toutes les places, qu'on va dissoudre l'OFT, on va dissoudre la SICTA, etc. Il n'en est rien. Etc. Il n'en est rien. Seulement, ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est qu'il est possible que la SONATT et l'AGETU puissent connaître un profond changement au niveau des statuts. D'accord. Dans tous les cas, vous aurez à donner les détails avec les autres amis. Vous parliez tantôt de l'entreprise Kipus, ça m'intéresse. Que répondez-vous à ceux qui estiment que l'attribution du marché à cette entreprise est suspecte? Oui, bon, on peut tout dire, hein, mais moi je suis serein parce que d'abord, nous avons organisé un appel d'offres en bonne et due forme. Et ce n'est pas le ministère du Transport qui organise l'appel d'offres. Le 2 mai 2012, la direction des marchés publics a organisé un appel d'offres international. Et il y a 20 entreprises qui ont retiré le dossier. Et sur les 20 entreprises, il y a 8 entreprises qui ont soumissionné réellement. Et au niveau de ces 8 entreprises, il y a les 4 premières entreprises qui sont venues en tête. On avait Kipus avec 91 points sur 100. Et deuxième, on avait la société Computer avec 61 points sur 100. Et ensuite, on avait la société Starten Technologie avec 28 points. Et la société... la Société nationale de développement informatique, SNDI, avec 21 points. D'accord. Bon, et ensuite, on a eu à organiser l'appel d'offres, parce que ça c'était l'appel d'offres technique.
Ensuite, il y a eu l'appel d'offres financier. Et là encore, la société qui puisse... Sur les 4 sociétés, il y a 2 sociétés qui ont présenté une offre financière et la société qui puisse venir en tête. Oui, alors, dans la forme, les choses se sont déroulées normalement, mais ceux qui contestent cela estiment qu'à l'origine, le contenu de l'offre, c'était pour que cette société-là s'intéresse à une base de données et qu'au moment de la signature du contrat, les règles de jeu ont changé. Voilà un peu leur problème. Est-ce exact? Non, non, du tout. Parce qu'ils pensent que nous sommes encore au temps de l'ancien régime. Actuellement, un ministre ne fait pas ce qu'il veut. Donc, lorsqu'on a passé un appel d'offres, ça se fait sur des termes de référence bien précis. Donc, on sait ce qu'il y a à faire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas aussi le ministre seul qui signe la convention. Donc, avec ses collègues, et quand on a fini de signer la convention avec les collègues, on est obligé aussi de passer devant le gouvernement. Donc, on a tout le temps pour vérifier. Et je pense que vous pouvez vous rendre vous-même. Tous les Ivoiriens qui veulent avoir vraiment des informations peuvent se rendre à la direction des marchés publics et ils verront les termes de référence pour s'assurer qu'effectivement tout était prévu. Merci, Monsieur le ministre. À ce niveau. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire a des soucis en matière d'organisation. L'on y constate entre autres anarchie, tarifs élevés, violence, faux documents. Bref, de profonds mécontentements exprimés chaque jour. Le constat de Patrice Kouakou dans un récit de Doigt des Lasers. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire est en proie à des difficultés au plan organisationnel. Anarchie, raquettes, corruption et violence sont le lot quotidien. Et les premières victimes sont les chauffeurs. Quand ils refusent de payer la note, ils sont bastonnés par les 10 syndicats qui auraient dû défendre leurs intérêts. Un secteur fait d'intermédiaires et d'agents indélicats qui dictent leurs lois autour des guichets. En clair, le secteur des transports enrichit un noyau d'individus tapis dans l'ombre au détriment des vrais transporteurs. Le mécontentement est grand. Les transporteurs sont humiliés et même frustrés. Des statistiques peu fiables et difficiles à obtenir. Toutes choses qui font perdre chaque année des milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous avez la Michel Digré de RTI 1. Vous allez parler de l'organisation du secteur, faire un peu l'état des lieux. Michel, bonsoir. Oui, bonsoir Victorien, bonsoir Monsieur le ministre. Alors le décor a été planté au cours de ce reportage. Le constat est amer. L'anarchie et le transport, un binôme qui semble résister à l'épreuve du temps et à tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce département. Les actes d'indiscipline et de désordre sont légion dans le secteur. Des bakas qui desservent maintenant presque toutes les communes d'Abidjan. Des taxis compteurs transformés en woro-woro. Des taxis banalisés qui montent en puissance. Monsieur le ministre, au regard de la loi, qu'est-ce qui est autorisé dans le milieu du transport urbain à Abidjan? Merci. Ce qui est autorisé au niveau des textes que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement les taxis compteurs et ce que nous appelons aussi les baras. Bon, il se trouve qu'avec la crise, depuis plus de 20 ans, il y a une catégorie qui n'était pas légalisée, mais qui s'est introduite. Et compte tenu du fait que l'offre de transport aujourd'hui est insuffisante par rapport au nombre de populations à transporter au niveau de la ville d'Abidjan, ces véhicules qu'on appelle véhicules banalisés ont réussi à s'insérer dans le circuit. Et ils rendent des services énormes aujourd'hui à l'ensemble des Ivoiriens. Donc c'est un transport qui de lui-même s'est imposé. Et lorsque nous sommes venus, nous avons eu beaucoup de plaintes au niveau des taxis qui trouvent que les taxis banalisés leur livrent une concurrence déloyale. Parce qu'eux, ils payent des taxes alors que les taxis banalisés n'en payent pas. Donc nous avons organisé des séances de travail, plusieurs séances de travail, et avec souvent des réunions très dures. Avec l'appui du ministère de l'Intérieur. Avec l'appui du ministère de l'Intérieur et autres. Mais nous avons réussi à avoir un accord entre les taxis banalisés, parce que c'est clair, c'est une nécessité aujourd'hui au niveau d'Abidjan.
si aujourd'hui nous demandons à tous les taxis banalisés d'arrêter, nous aurons aussi la population contre nous qui va demander, bon, on ne sait plus comment se déplacer, comment faire. Et c'est là aussi l'un des grands objectifs de la réforme que nous avons aujourd'hui, pour clarifier tous les points, revoir les textes, les adapter pour que effectivement tout le monde puisse faire son travail dans de bonnes conditions en toute légalité. Oui, on aura l'occasion de parler tout à l'heure de cette réforme-là, mais il n'en demeure pas moins que le 12 août 2012, il y a une grève des taxis-compteurs pour dénoncer la concurrence déloyale que leur livraient les taxis banalisés. Une seconde grève a eu lieu le 13 août 2013 pour les mêmes raisons. La répression n'a duré en réalité que quelques semaines. Aujourd'hui, les taxis banalisés poursuivent leurs activités sans être inquiétés. Est-ce un aveu d'impuissance de votre ministère? C'est vrai qu'ils rendent d'énormes services à la population, mais il n'en demeure pas moins qu'ils causent un préjudice énorme aux taxis-compteurs. Exact. C'est ce que j'ai dit, parce que d'abord, au niveau du ministère, nous sommes parfaitement d'accord qu'il faut enrayer totalement la concurrence déloyale. Et l'accord que nous avons eu avec les taxis banalisés, c'est que les taxis banalisés aujourd'hui doivent payer et se mettre en règle vis-à-vis de l'ensemble des documents exigés pour exercer cette profession au niveau urbain. Donc, les taxis qui ne sont pas en règle doivent être arrêtés. Et à ce niveau, nous sommes totalement d'accord avec les autres collègues, notamment le ministre de l'Intérieur, pour qu'effectivement on puisse sévir. D'accord, en attendant que ces taxis-là ne soient arrêtés, il y a un autre mal qui défait la chronique dans le milieu du transport, c'est le vocable Nyamboro. L'expression signifierait en malinqué, ça réussit dans la main. Pour certains acteurs du milieu du transport, ce mot rime avec raquette, violence, voire mafia. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que ce qui réussit dans la main vient chercher dans un milieu où les principaux acteurs veulent plutôt réussir sur les routes? Oui, bon, effectivement, c'est un phénomène aujourd'hui que nous déplorons, mais il faut voir pourquoi aujourd'hui nous avons des Nyambro. Parce que depuis plus de 10 ans, la réglementation au niveau du transport même n'a pas été respectée. Avec la création des sociétés privées, les sociétés privées n'ont plus respecté les critères d'accès au métier de transporteur. Bon, aujourd'hui, n'importe qui a de l'argent, quand il achète un véhicule, il suffit qu'il se présente au guichet, qu'il paye, il devient automatiquement transporteur. Si bien que tous ceux qui avaient des moyens sont devenus aujourd'hui transporteurs, de même que l'ensemble des chargeurs qui sont devenus aujourd'hui tous transporteurs. Et on ne fait plus de distinction aujourd'hui aussi entre le transport privé des marchandises et le transport public des marchandises. Si bien que nos frères qui exerçaient dans ces domaines-là, il n'y a plus d'Ivoiriens dans le secteur du transport, alors que c'était un secteur qui était à 100% entre les mains des Ivoiriens. C'est la triste réalité aujourd'hui. Ces transporteurs, n'étant plus dans le secteur, se sont retrouvés dans les gares pour vendre des tickets. Et au départ, il y avait 3-4 structures, donc il n'y avait pas de problème. On pouvait à tour de rôle vendre les tickets dans les gares, mais avec le temps, aujourd'hui on a plus de 350 structures qui exercent. Est-ce qu'il faut appeler syndicat? Bon, il y a tout. Il y a ONG, il y a syndicat, on a un peu de tout. Mais apparemment, le secteur du transport est le seul où le syndicalisme est un corps de métier, apparemment. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que nous allons combattre avec effectivement la réforme que nous mettons en place aujourd'hui. Monsieur le ministre, excusez-moi. Je vous en prie, laissez-moi expliquer ce domaine-là qui est très important. Très important. Parce que du fait que les gens se sont retrouvés, c'est ce qui explique les bagarres que nous avons aujourd'hui dans toutes les gares. Parce que pour vivre, il faut bien vendre des billets. Et comme il y a 350 syndicats, si on veut faire partout des rôles, ça veut dire que si vous passez aujourd'hui, il faut attendre 1 an et demi avant de repasser. Bon, comme les dépenses n'attendent pas, donc ce qui fait aujourd'hui que c'est les plus forts qui s'imposent. Et pour s'imposer, donc on a pris des jeunes qui viennent et qui dictent leurs lois dans les gares, qui au départ étaient des chargeurs, mais aujourd'hui qui dictent leurs lois. Bon, dans notre programme,
nous allons appuyer tous les jeunes qui sont dans les gares. Monsieur le ministre, pour les réformes, on va en arriver, il n'y a pas de souci. On est en train de faire l'état des lieux. Et vous l'avez dit, c'est un sujet important. Alors, la pratique mafieuse est connue de l'État. Ça, c'est clair. Alors, moi, je m'interroge. Fallait-il attendre des réformes pour régler d'abord ce problème? Parce qu'au fond, quand ils vendent les tickets, c'est pour qui? Ce n'est pas pour les chauffeurs qui raquettent. Ils ne peuvent même pas construire un seul WC. Voilà la vraie question. Ouais. Et je vais vous donner un exemple qui m'a marqué personnellement parce que je suis rentré un peu dans ce milieu. Paix à son âme, Diaby Moussa, il en est mort. 28 ans de service. Il était non-voyant, il n'avait même pas 5 francs pour se payer un médicament. Moi, je l'ai rencontré, il a dit, nous sommes pris en otage. Et je me suis renseigné. Il y a moins de 2 ans, il est décédé. Ça veut dire que le mal est profond. Est-ce qu'il fallait attendre des réformes pour régler ce problème? Le mal la mafia. Le mal est... Il faut appeler les choses comme ça. Mais bien sûr. Et si vous écoutez les discours du ministre, le ministre n'arrête pas de parler de ces phénomènes-là. Et le ministre, tous les efforts qu'il fait aujourd'hui, c'est pour que effectivement l'ordre et la discipline puissent régner dans les gares. Et qu'on puisse mettre des règles en place qui peuvent vous permettre. Bon, quand vous avez trouvé une mafia en place, c'est facile de s'élever et puis de dire que bon, il n'y a aucun problème, on va. Mais le mal est profond. D'accord. Il est profond. Le mal est profond. Et on est obligé de faire une analyse sérieuse et de partir pas à pas pour régler le problème. Ce n'est pas avec une baguette magique que nous allons venir aujourd'hui pour dire demain, bon, il n'y a pas de problème, on va décréter des lois et on pourra résoudre. Parce que c'est des gens aujourd'hui qui ont une certaine puissance dans ce secteur et qui ont de l'argent et où vraiment il faut vraiment aller par la dissuasion, par le dialogue pour que petit à petit on puisse trouver des emplois pour les uns et les autres et qu'on puisse résoudre. Nous avons notre plan, mais je pense que mon plan, ce n'est pas ce soir que je vais le dévoiler. D'accord, en attendant que la loi n'ait raison de la violence et de l'argent, dans les colonnes du quotidien Soir Info du 22 septembre 2011, vous déclarez ceci, et je vous cite, « Le ministère du Transport est l'un des ministères les plus corrompus. Les auteurs du racket ne se cachent pas, ils donnent même des reçus. » Monsieur le ministre, nous sommes en 2014, ces propos sont-ils encore d'actualité? Mais bien sûr, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous mettons la réforme en place et que nous ne renouvelons pas les contrats des sociétés, parce que les sociétés, l'un des objectifs principaux qui avait été fixé, c'est qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de corruption au niveau de la Direction générale des transports terrestres et qu'il fallait que l'État se dessaisisse pour que effectivement cette corruption puisse disparaître. Malheureusement, nous avons eu avec ces sociétés une amplification de la corruption et tout le monde le sait. Parce qu'il suffit de faire un tour autour du guichet, vous le savez. C'est ce que je dis et je le répète aujourd'hui encore que c'est effectivement une corruption à ciel ouvert. Et ce n'est pas tolérable. Mais monsieur le ministre, la Direction générale des transports terrestres, comme par hasard, revient en force dans le système. Vous l'avez dit, c'est une direction corrompue et comme par hasard dans la réforme, cette direction, qu'est-ce qui va changer? Oui, mais tout va changer. Parce qu'avant, cette direction travaillait avec des méthodes archaïques, bon, donc qui favorisaient totalement la corruption. Aujourd'hui, avec la transparence que nous allons créer au niveau du secteur du transport, aucun agent ne pourra se livrer à la corruption sans qu'il soit découvert. Et nous prendrons nos responsabilités en prenant les sanctions dès que vous êtes découvert. Et le simple fait que les documents seront transmis dans des délais raisonnables, les usagers n'auront aucune raison de payer de l'argent alors qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir immédiatement leurs documents. D'accord. Monsieur le ministre, les usagers se plaignent du coût élevé des tarifs appliqués dans les gares routières et dans le transport urbain en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces plaintes-là sont fondées? Non. Bon, pour le moment, moi je n'ai pas de plaintes au niveau des tarifs. Mais comme on dit, les plaintes que nous avons, c'est qu'effectivement, les usagers se plaignent du fait qu'ils sont obligés de payer beaucoup d'argent pour qu'ils puissent avoir leurs documents. Parce que tous les jours, ça, c'est des plaintes que nous recevons. Et puis le fait qu'ils sont maltraités également dans les structures. Vous-même, vous l'avez dit, et c'est vraiment un constat que nous faisons et qu'il faut absolument corriger.
Alors, Monsieur le ministre, nous allons à présent, avec votre permission, parler de sécurité routière. L'État de Côte d'Ivoire a engagé d'énormes investissements pour la réhabilitation et la construction d'infrastructures routières modernes. Malheureusement, les accidents de la route se multiplient. Selon l'Office de sécurité routière, on dénombre par an plus de 6 000 accidents qui occasionnent environ 600 décès et plus de 13 000 blessés. Quelles sont les véritables causes de la recrudescence des accidents de la route? Bon, selon les statistiques que nous avons, que l'OSER nous a fournies, sur les accidents que nous avons, vos statistiques sont justes, sur les accidents que nous avons, 94% sont dus au mauvais comportement. Excès de vitesse, utilisation du téléphone au volant, alcoolisme, drogue et mauvaise conduite. Et manque de maîtrise. Bon, c'est le mauvais comportement des agents qui sont vraiment à la base de la plupart des accidents. Alors vous parlez tantôt de mauvaise conduite, pourtant le taux de réussite à l'examen de conduite s'élève à plus de 90%. C'est tout de même paradoxal qu'on est sur nos... Non, on arrive, on parlera de ça, mais laissez-moi terminer. Il ne reste plus que 2 minutes sur ce chapitre. Oui. On va y arriver. On va y arriver. Donc je disais que 94% des accidents sont dus, disons, à des causes humaines. Et il n'y a que 6% qui sont dus aux autres causes, notamment les pneus usés, parce que malheureusement, ça c'est un cas très fréquent. Bon, souvent aussi, il y a des accidents dus au mauvais état de la route. Bon, le matériel aussi qu'il faut renouveler, qui n'est pas renouvelé, qui n'est pas en bon état et qui cause des problèmes au niveau des accidents que nous avons. Bon, dans la réforme que nous aurons, la sécurité routière sera un des volets les plus importants. D'accord. Vous aviez parlé d'excès de vitesse également. Pour lutter contre les accidents de la route, le radar fait partie de votre dispositif de répression. Mais le mode opératoire laisse souvent à désirer. Des agents souvent cachés dans les broussailles avec le matériel, prenant même le risque de se faire piquer par des reptiles. Pas de panneaux pour signaler la présence des radars. Est-ce ainsi que les choses devraient fonctionner? Bon, mais peut-être que les choses pourraient fonctionner comme ça, mais là aussi je déplore qu'il y a des problèmes à ce niveau. Parce que, bon, c'est sûr, tous ceux qui passent aujourd'hui savent que, bon, l'amende c'est 2000 francs. Quand vous donnez 1000 francs, vous passez. Bon, donc, c'est pour cela qu'avec la réforme, nous allons mettre des radars automatiques. Et dès que vous êtes en excès de vitesse, vous êtes flashé. Et on a toutes les preuves pour vous dire que c'est 120 à l'heure, vous étiez à 200 à l'heure, donc en ce moment, vous allez payer. Bon, et la base de données que nous allons mettre en place va enregistrer tous ces mauvais comportements des conducteurs. Et donc, bon, comme 2000 francs, on ne va pas se déplacer pour vous demander d'aller payer. Mais comme on sait que vous aurez toujours besoin du ministère des Transports, le jour où vous viendrez pour un document, on vous tendra votre facture pour qu'effectivement vous puissiez payer et que l'État rentre dans ce fonds, que ce ne soit pas des agents qui s'enrichissent sur le dos de l'État. Donc là aussi, c'est clair que des dispositions seront prises. Le tout, il faut vraiment utiliser les nouvelles technologies aujourd'hui à outrance. C'est ça la modernisation. Parce que si nous voulons être émergents en 2020, il n'y a pas de miracle. Il faut aujourd'hui que nous utilisons les nouvelles technologies et que nous modernisons complètement nos services. Et c'est ce à quoi nous allons aboutir. Apparemment, il y a encore 3 minutes. C'est ce que la réalisation me dit. Le ministre avait abordé la question des pneus usagés. Ça, c'est vous interpellez la société qui fait les visites techniques, c'est cela? Non, pas forcément. Parce que attendez, le gars a les pneus usés, mais il a la visite technique. Non, mais nous avons beaucoup d'États. On connaît, parce qu'on sait ce qui se passe. Ah oui, aujourd'hui. Des visites techniques falsifiées? Non, effectivement, il y a des visites techniques falsifiées. Et des dispositions sont prises. Donc, il faut saluer ici la société SICTA qui a fait quand même de gros efforts. Et pour s'adapter à la réforme que nous avons aujourd'hui, ils ont installé déjà des stations automatiques. Et ces stations automatiques, avec la réforme, vont être reliées directement à la base de données. De telle sorte que dès qu'il y a un camion qui doit passer la visite technique, les agents du ministère des Transports auront la possibilité de suivre pour qu'effectivement il y ait un contrôle. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contrôle de ces sociétés-là. Et c'est ce contrôle-là que nous voulons mettre en place.
Oui, vous savez, moi j'aime bien la technologie et tout, mais ce sont les hommes. Vous voyez, moi j'ai un exemple, hein. Voilà, un cas de visite. Le support, il est vrai, mais c'est une carte falsifiée. C'est des hommes qui animent ces secteurs. Oui. Voilà. Et vous voyez, des documents, je vois bien ici, hein, monsieur le ministre. Malheureusement, Oui. c'est la triste réalité. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Avec la réforme que nous allons avoir, tous les faussaires seront saisis. Parce qu'on aura la possibilité de savoir immédiatement que le document est bon ou le document n'est pas bon. Bon, donc quand le document n'est pas bon, qu'on vous arrête avec un document immédiatement, vous allez dire où vous avez eu le document et quels sont les complices. Et quand on va sévir, on finira par épurer la société de tous ces mauvais grains. C'est clair. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que nous ayons à cette réforme, qui sera profitable pour la Côte d'Ivoire et qui va nous permettre de respecter les règles dorénavant. D'accord. Tout à l'heure, monsieur le ministre, ma dernière préoccupation, vous aviez évoqué le cas des auto-écoles. Selon vos services, 98% des auto-écoles ne remplissent pas les conditions de formation théorique et pratique des candidats au permis de conduire. C'est tout de même alarmant. 98%. Mais bien sûr, c'est très alarmant. Et ça fait partie de la sécurité routière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons prendre les dispositions pour que toutes les auto-écoles qui ne peuvent pas s'adapter à la nouvelle réglementation, qu'on puisse les fermer et que les auto-écoles qui seront retenues, on puisse les aider à s'équiper. Ça, c'est très important. D'accord, monsieur le ministre, on va passer au téléphone. Maïsako, Studio A pour vous. Prenez un stylo et notez avec moi les préoccupations des téléspectateurs. Bonsoir à tous. Le premier appelant se nomme Monsieur Koné. Il réside à Bobo. Sa préoccupation concerne l'arrêté 2200. J'espère que je ne me trompe pas. L'arrêté 2200 qui concerne la réglementation des véhicules en Côte d'Ivoire. Cet arrêté est caduc selon Monsieur Koné et il souhaiterait qu'il soit actualisé. Qu'en pense le ministre? Le deuxième appelant se nomme Monsieur Koulibaly, il appelle d'Adjamé. Monsieur Koulibaly estime qu'il existe une confusion au niveau entre la Direction générale des transports et la SONATT. Monsieur Koulibaly d'Adjamé estime qu'il existe une confusion entre la Direction générale des transports et la SONATT. Sa question est toute simple, qui dépend de qui? Monsieur Traoré Vassiriki intervient depuis Libreville au Gabon. Monsieur Vassiriki voudrait savoir pourquoi le ministère des Transports ne se concentre pas sur le problème des syndicats. Pourquoi ne pas réduire ces syndicats à 2 ou à 3? Il y en a trop. Monsieur Koné appelle de Cocody. Il souhaiterait avoir une clarification sur le conflit entre la SICTA et la SONATT concernant la sécurisation des cartes grises. Pourquoi le ministère des Transports ne tranche-t-il pas une bonne fois pour toutes sur la question? Voilà pour l'instant les préoccupations enregistrées. Alors, monsieur le ministre, vous avez le choix. Oui, ok. Merci. En ce qui concerne l'arrêté 2020, je suis d'accord avec lui qu'il faut vraiment, et c'est ce qu'on dit, l'un des premiers points de notre réforme, c'est d'abord de réviser les textes pour qu'on puisse adapter les textes aux nouvelles conditions en cours aujourd'hui. Et il y a des conventions que nous avons signées aussi avec l'UEMOA, la CEDEAO, dont il faut en tenir compte pour que effectivement notre réglementation réponde aux normes et aux engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai qu'effectivement il y a des conflits de compétences entre la Direction générale des transports terrestres et la SONATT. Bon, mais par rapport aux maux que nous vivons autour de ces structures-là, je peux dire que c'est un moindre mal. Bon, ça a été l'un des problèmes que nous avons vécu parce que on retrouvait au niveau de chaque structure presque les mêmes attributions.
Donc, il y a lieu de réviser et de bien préciser. Et cette réforme-là va nous permettre effectivement de bien revoir et de faire en sorte que chaque structure s'occupe d'un volet bien déterminé pour qu'on n'assiste plus à ces conflits de compétences entre les différentes structures. Justement, il semble que ces deux structures produisent des permis de conduire, des cartes grises internationaux, c'est ça, les deux structures? Et on dit la DGTTC fabrique ces cartes grises et ces permis un peu moins chers. Est-ce vrai? Non. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, dans le décret de création de la SONATT, le permis de conduire et autres devait relever totalement de la SONATT. Mais il se trouve que l'État n'a pas signé de convention avec la SONATT. L'État a confié par convention l'édition et la confection du permis à d'autres structures que la SONATT. Bon, et donc c'est Interflex et Starten qui s'occupent de ces différentes opérations. Starten s'occupe de l'enregistrement et du préenregistrement de l'ensemble des candidats, tandis que Interflex s'occupe de l'édition des permis. Monsieur Vassiriki de Libreville, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur le règlement du problème des syndicats, ce qu'on disait tout à l'heure? Mais oui, mais M. Vassiriki pense que rien n'est fait au niveau des syndicats. Il y a beaucoup qui a été fait au niveau des syndicats. Et c'est pour cela que je dis que c'est des problèmes où il faut vraiment faire la dissuasion. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Donc pour moi, dès mon arrivée, j'ai dit que les transporteurs sont des patrons. Donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur des syndicats. Donc c'est normal que les conducteurs qui sont des employés puissent créer des syndicats pour défendre leurs intérêts. Mais les transporteurs étant des patrons, ils doivent se retrouver au niveau de la Chambre et au niveau de la Confédération des entreprises en Côte d'Ivoire. Bon, et c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que ce soit un syndicat qui soit un interlocuteur de l'État aujourd'hui, nous avons réuni l'ensemble des syndicats, on a organisé des élections sur l'ensemble du territoire pour que effectivement on puisse installer le Haut Conseil. Et c'est d'autant plus important que, quelle que soit la volonté des ministres, il ne peut pas discuter avec 300 interlocuteurs qui ne disent pas la même chose. Et il y avait des syndicats aussi qui ne représentent rien, qui ne représentent que eux-mêmes, mais qui... il est seul, il est président, il est secrétaire général, il est commissaire aux comptes. Oui, mais il sait bien parler. Donc oui, il s'impose et tout le monde pense que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Parce que dès qu'il apprend une nouvelle, il court, il vient à la télévision, il passe, et puis bon, après on dit oui, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'ils sont identifiés. Mais bien sûr, ils sont identifiés. Alors, une fois que entre guillemets, l'ennemi est identifié, c'est facile de l'anéantir. Non, c'est pas un ennemi. Non, j'ai dit entre guillemets, monsieur le ministre. Oui, non, tant qu'on n'a pas organisé aujourd'hui, d'abord, les syndicats, ce n'est pas le ministre des Transports qui les crée. Ah non, pas du tout. Voilà, les syndicats dépendent du ministre de l'Intérieur. Bon, et aujourd'hui, même quand on donne un récépissé, juste avec un récépissé, il fonctionne. Un récépissé aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur prend bien soin de dire que ce papier qu'on vous donne ne vaut pas reconnaissance. Donc, logiquement, vous devez attendre que vous soyez reconnu comme syndicat réel avant d'exercer. Il y en a qui ne sont pas reconnus, qui agissent. Mais si vous voulez... je vois un document ici du gouverneur du district qui ne reconnaît pas 3 structures ici, mais qui fonctionnent. Mais c'est ce que j'ai dit. Parce que non seulement le ministre de l'Intérieur crée, mais en plus, les mairies... Et le district crée encore des syndicats. Oui, c'est tout ça que nous allons régler avec la réforme que nous allons faire, en précisant le rôle des uns et des autres. Et aujourd'hui, pour nous, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des grands programmes. Et pour nous, le transporteur étant un patron, il faut que l'État l'aide. C'est ce que j'ai dit. Tous les transporteurs aujourd'hui sont en difficulté.
l'État pour les aider, l'État n'a pas les moyens pour les aider. L'État est obligé de travailler avec les banques pour que effectivement les banques puissent faire des crédits aux transporteurs. Mais avec un syndicat, quand vous venez demander un crédit à une banque, moi-même je suis passé par la banque, et si vous demandez, parce que les syndicats, il y a une phrase qui fait qu'on ne peut pas faire des crédits parce que le syndicat est apolitique et à but non lucratif. Donc du fait que vous ne cherchez pas d'argent, alors que c'est la marge qui doit permettre de payer les agios et de payer le crédit, donc vous dites à la banque, donne-moi crédit mais je ne vous paye pas. La banque aussi vous répond, je ne sais pas faire de crédit à ceux qui ne me payent pas. Bon, je sais, on va certainement revenir sur cette question, mais j'ai appris comme ça que certaines personnes étaient en train de préparer une autre structure parallèle au conseil des, comment vous appelez déjà, des patrons des transporteurs. Bon, bref, on verra. Bien sûr. Non, la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est une structure économique que nous avons. Mais voilà, et c'est une fédération. Mais on espère que ceux qui vont créer la structure parallèle la feront dans les normes, bien sûr, comme vous souhaitez. Bon, il y a une question sur la sécurité des cartes grises, on en a parlé. Si le temps nous le permet, on va revenir là-dessus. La réforme initiée par le ministre des Transports a pour objectif d'assainir, de moderniser et de promouvoir le secteur. La décision est pour le mieux-être de l'ensemble des acteurs, mais la réforme est diversement appréhendée avec une divergence de vues sur les axes régissant cette décision, les explications de Patrice Kouakou et d'Edouard Delazer. Le souci de réformer le secteur du transport routier remonte à plusieurs années. Mais toute réforme soulève des passions et fait grincer les dents. Aujourd'hui, partisans et non partisans de la réforme se manifestent. Qui veut nous imposer une réforme. La réforme aujourd'hui, ça doit être partie de la base, c'est-à-dire l'enseignement. Nous, les moniteurs d'aujourd'hui, nous n'avons pas de renforcement des capacités depuis plusieurs années. Je suis très heureux aujourd'hui de trouver doyen Zikan, doyen Mangala, doyen Eza Djabi autour de moi. Quand on dit les transporteurs aujourd'hui, quand on enlève les trois, il n'y a plus de transporteurs. Et ils sont à côté de moi. Ils m'ont donné leur aval pour dire que de prendre toute la garantie au nom des transporteurs pour dire que les formes, ils ont adhéré. À vrai dire, réformer suppose entre autres le toilettage des tests, la modernisation du secteur, la mise en place d'un guichet unique, la création d'une mutuelle des transporteurs. Dans sa fonction régalienne... Monsieur le ministre, vous avez en face de vous Yoa Kouakou de Nord-Sud au quotidien, mais avant qu'il commence avec vous, je voudrais vous poser une question. Pour faire une réforme, il faut persuader quand même les concernés, même les structures qui sont en place. Est-ce que ça a été fait? Parce que dans le fond, quand on écoute les gens sont d'accord, mais c'est plutôt dans la forme qu'il y a problème. Bon, ok. Je vous remercie. Je crois que c'est bien que vous posez cette question. Je vais vous dire que tous les acteurs ont été associés. Et c'est les conclusions des différentes séances de travail que nous avons eues avec l'ensemble des acteurs que nous avons traduit en réforme. Bon, parce que je vois des gens aujourd'hui qui hier se plaignaient, sont même passés chez vous à l'antenne ici pour se plaindre de ces structures-là et qui défendent crânement ces structures-là aujourd'hui. Bon, voilà, ce double langage-là, bon, c'est pas ça, c'est pas sur ça qu'il faut se focaliser aujourd'hui. Il faut bien expliquer aux gens pourquoi la réforme et qu'est-ce qu'il y a. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Voilà. Ayoa Kouakou. Bonsoir Victorien. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Monsieur Avia. Monsieur le ministre, vous venez de le dire, les acteurs se plaignent parce qu'ils disent que la réforme est précipitée, il n'y a pas eu d'entente au préalable. Est-ce que vraiment il y a eu des états généraux? Est-ce que vous avez véritablement associé tous les acteurs? Mais bien sûr, tout n'est pas état généraux. Et puis ce n'est pas les acteurs qui vont venir dire au ministre comment il doit faire. Non. Parce que c'était une réforme difficile à mettre en place. Parce que nous savons qu'il y avait des structures derrière qui ont des gros moyens et qui sont complètement contre. Donc quand on se trouve dans de tels environnements, ce n'est pas la peine d'aller à une foire aux empoignades
pour ne pas avoir de résultats. Donc il faut aller par étapes en rencontrant l'ensemble des acteurs. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait plusieurs réunions avec les transporteurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les problèmes qu'ils ont. Et au vu des problèmes qu'ils ont, nous avons prévu ce qu'il y a à prévoir aujourd'hui. Et je crois que nous allons parler de ce qu'il y a pour les transporteurs, voilà. Ce que nous avons aussi à faire pour les conducteurs et ce que nous allons faire aujourd'hui aussi pour les auto-écoles. Personne n'a été oublié. On a travaillé avec les transporteurs. Même ceux qui se plaignent là aujourd'hui sont venus, ont insisté. Parce que pour passer à la télévision, pour dire que la réforme que je viens de voir là est bonne, c'est très bien. Je félicite le ministre aujourd'hui. Moi-même hier, j'étais contre lui. Mais ce qu'il fait aujourd'hui est bon. Mais pour le faire, il faut que on vous ait contacté. Oui. Moi, je suis d'accord avec... S'il y a des pans aujourd'hui sur lesquels ils ne veulent pas, parce que moi, je suis prêt, il faut qu'on donne... Ça me donne l'occasion aujourd'hui d'expliquer ce que chaque opérateur et chaque acteur gagne au niveau de cette réforme. Au niveau des transporteurs, la première préoccupation que les transporteurs nous ont donnée, c'est vraiment d'appliquer strictement les conditions d'accès à la profession. Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est ce que nous allons faire. Les critères vont être bien définis. Nous avons même fait un séminaire au Novotel pour que, effectivement, avec les transporteurs, les bailleurs de fonds et autres, qu'on puisse vraiment arrêter les conditions d'accès à la profession. Aujourd'hui, nous les avons. Nous allons les traduire dans des textes pour que, effectivement, la réglementation soit stricte et soit appliquée à ce niveau. Indépendamment de ça, nous allons assurer le renforcement des capacités des transporteurs pour assurer leur professionnalisation. Parce que... Permettez qu'on insiste encore, c'est vrai que vous avez de bons projets pour les acteurs, mais puisqu'un groupe continue de se plaindre, est-ce que pour l'harmonie sociale, est-ce que vous êtes prêt encore à les rappeler sur la table de négociation pour pouvoir trouver une réforme consensuelle? Mais ceux même qui se plaignent, ils savent que la porte du ministre est ouverte et qu'ils avaient l'habitude de venir tous les jours chez nous, chez moi. Donc je suis prêt. Et il y en a même que j'ai rencontré pas plus tard qu'hier, où nous avons eu, même le dimanche, de 14h, de 10h jusqu'à 16h, j'étais en entretien avec des groupes. Le ministère est ouvert. Et même si le ministre n'est pas disponible, il a des collaborateurs qui sont en phase avec lui et qui sont là pour les recevoir. Et nous les recevons tous les jours. Si encore il y a des gens qui pensent qu'il y a des points d'information qu'ils veulent, je profite de cette antenne pour les inviter, pour qu'ils prennent contact avec le ministère et que nous puissions leur dire. Mais ce n'est pas ce que je constate sur le terrain. Parce qu'on vient rien que pour faire de l'intoxication et de la désinformation. Et c'est ce que je regrette. Parce que ce n'est pas avec l'intoxication et la désinformation que nous allons construire notre pays. S'il y a une réforme, si vous n'êtes pas d'accord, il faut dire exactement ce que vous ne voulez pas, ce que vous reprochez à la réforme, pour qu'on corrige. On n'est pas là pour mettre des règles en place ou mettre une réforme qui ne correspond pas aux aspirations. Moi, c'est à partir des aspirations profondes des acteurs qu'effectivement, on a bâti cette réforme. Entre autres, vous avez dit que s'il y a des inquiétudes, il faut les relever. Entre autres inquiétudes, il s'agit de l'avenir de nombre de travailleurs du secteur, notamment d'une société d'État, la SONATT, des TEFLEX et STATEN, les concessionnaires. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces entités-là, pour leurs travailleurs surtout? Le volet social de la réforme. Non, bon, vous me donnez l'occasion de préciser. L'État de Côte d'Ivoire a signé une convention avec STATEN et Interflex. Ce n'est pas parce qu'on met fin à cette convention que ces sociétés sont dissoutes. Non, c'est des sociétés qui existaient et qui, en plus de leur activité, ont signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est des structures qui vont continuer à travailler. En ce qui concerne les sociétés qui peuvent disparaître, si ces sociétés-là disparaissent, ce que je dis et que j'ai confirmé aux employés, c'est que tous les employés seront pris en compte. Personne ne restera au bord de la route. Puisque nous avons des structures à mettre en place, nous avons un déploiement à faire au niveau de l'intérieur du pays,
Et nous avons une multitude de projets à mettre en route où il faut employer des agents. Mais la priorité absolue sera accordée d'abord aux anciens employés. Bon, ça, c'est ce qui concerne la SONATT. Mais en ce qui concerne l'AGETU, j'ai bien dit qu'aujourd'hui, réforme ou pas, l'AGETU aujourd'hui est condamnée à disparaître. Parce que c'est une société qui présente aujourd'hui des fonds propres négatifs qui représentent 5 fois son capital. Alors que les règles de gestion imposent qu'après 2 ans, déjà, si les pertes cumulées, donc les fonds propres négatifs dépassent 2 fois le capital, la société, il faut la mettre en faillite. Monsieur le ministre, ces structures-là ont été instituées par la Banque mondiale, c'est à l'initiative de... Non, pas du tout. Ce n'est pas la Banque mondiale. La Banque mondiale a fait des propositions que l'État de Côte d'Ivoire a acceptées. C'est des structures qui ont été créées par l'État de Côte d'Ivoire par décret. Oui, voilà, donc vous ne pouvez pas dire que c'est pas... Sur proposition de la Banque mondiale. Oui, sur proposition de la Banque mondiale. La Banque mondiale avait des programmes avec ces sociétés-là, mais que la Banque mondiale a arrêté. Parce que les objectifs pour lesquels on avait créé ces sociétés, comme les objectifs ne sont pas atteints, les bailleurs de fonds ne continuent plus à financer. Et c'est l'une des difficultés. D'accord. Revenons au permis de conduire, monsieur le ministre. Oui. Vous allez faire sur une plateforme, un système intégré. Est-ce qu'on n'a pas retombé dans les travers du guichet unique automobile, l'engorgement, tous sur une même plateforme? Est-ce que ça n'a pas causé de problème? Mais je pense que si vous m'avez compris, je vous ai dit que nous allons faire un redéploiement pour que l'administration soit le plus proche possible des usagers. Et ça veut dire que ce n'est pas un seul centre que nous allons avoir. Selon le projet que nous avons une 50aine de centres à créer, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et dans les gares les plus importantes, pour que l'administration soit le plus proche possible des usagers. Donc, les inquiétudes que vous avez sont des faits qui ont été pris en compte totalement au niveau de la réforme. Vous avez dit tout à l'heure que l'État, aujourd'hui, c'est un ensemble. Est-ce que vous avez l'aval de tout le gouvernement dans ce projet-là? Mais vous croyez qu'on peut faire une réforme de telle envergure si on n'a pas l'appui du gouvernement? Tant mieux, alors, monsieur. Non, je vous pose la question. Je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, telle que la Côte d'Ivoire est gouvernée, qu'un ministre peut se permettre de lancer un tel programme? Non. Aujourd'hui, nous avons un État organisé et qui vit sur des règles. Et tous les ministres le savent. D'accord. Revenons encore une fois de plus au permis de conduire, parce que c'est l'un des points essentiels de la réforme. Monsieur le ministre, avant il y avait la DETT qui est repassée à DETTC. Il va y avoir encore une réforme. On va retourner à la DETTC qui sera le point focal. Est-ce que tous ces va-et-vient-là, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? Mais ça change beaucoup de choses. Vous avez l'occasion de bien expliquer maintenant. Voilà. Tout à l'heure, on a posé la question. Oui, ça change beaucoup de choses. D'abord, j'ai entendu beaucoup de choses sur le permis. Parce qu'on dit que, bon, aujourd'hui, avec le permis, les apprentis qui sont là, qui sont des analphabètes, ne pourront plus passer de permis. Le ministre dit qu'il faut aller à l'école, il faut avoir la licence, il faut avoir la maîtrise. Bon, il n'en est rien. Au niveau de la réforme du permis, nous allons catégoriser aujourd'hui. Et il y a une nouvelle catégorie qui va venir. Parce que les mobylettes, avant, n'étaient pas concernées par le permis. Nous estimons aujourd'hui, compte tenu du taux d'accident, parce qu'au centre comme au nord, aujourd'hui, 85% des accidents, souvent mortels, sont dus aux motos. Parce que les conducteurs ignorent les règles élémentaires. Donc il faut faire en sorte que ces conducteurs-là puissent passer dans des auto-écoles pour qu'effectivement on les forme sur les règles élémentaires et qu'on évite des accidents bêtes que nous voyons aujourd'hui dans toutes les régions. En plus de ça, compte tenu du fait que nous avons des taux d'accidents très élevés aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre un accent particulier sur la formation. Parce qu'on fait une distinction nette entre le permis promenade et affaires et le permis professionnel. Donc ça, c'est dans un premier temps. Parce que le permis professionnel, maintenant,
on a dit encore qu'au niveau du permis professionnel, le ministre dit que personne ne pourra passer les examens maintenant sans passer par la maîtrise ou passer par le BPC. Non, on peut le faire. Donc au niveau des permis professionnels, comme c'est des conducteurs professionnels, qui ont la vie souvent de 70 personnes en main, mais qui ne sont pas conscients de cela. Donc c'est dans les auto-écoles qu'on doit les former, pour les mettre devant leurs responsabilités, faire l'instruction civique, faire une formation, un lavage de cerveau, pour que le conducteur sache qu'il est un élément important et qu'il est un agent économique important pour la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle on lui confie la vie de 70 personnes. La vie, c'est le bien le plus cher. Donc si on confie le bien le plus cher aux conducteurs, c'est parce qu'ils sont importants. Et ils doivent le savoir. C'est la raison pour laquelle, avec la réforme, nous allons mettre un accent particulier sur la formation des professionnels. Et on ne pourra plus donner toutes les catégories des permis à un individu s'il n'est pas passé par la formation pour le permis type qu'il veut passer. Donc tout demandeur viendra, dira, si c'est le permis pour le transport public des passagers qu'il veut faire, on va le former pour le transport public des passagers. Avec les mêmes auto-écoles qui existent actuellement? Mais bien sûr, avec les mêmes auto-écoles qui existent actuellement. Est-ce qu'elles sont outillées? Les auto-écoles boutiques aussi? Non, mais c'est ce que je vous dis. Ça dit que c'est pas les... C'est de ça qu'il parle en fait. Voilà, c'est pas les auto-écoles telles que... C'est pas les auto-écoles telles que nous les voyons aujourd'hui. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Nous allons former, nous allons revoir le contenu, nous allons informatiser. Et l'informatisation va permettre à tous les moniteurs d'avoir une formation. Et les moniteurs se plaignaient. Lorsque j'ai rencontré les moniteurs, qu'on a fait les réunions, les moniteurs, qu'est-ce que les moniteurs nous disaient? Nous ne sommes plus d'accord pour le préenregistrement des candidats au permis. Parce que ça nous crée beaucoup de problèmes. Et on est obligé de ne plus travailler dans les auto-écoles et de passer tout notre temps autour des guichets. Et il faut donner de l'argent en plus pour qu'on puisse avoir cette préinscription-là. Mais c'est terminé avec la nouvelle réforme. C'est eux qui vont faire la préinscription directement. Donc un candidat qui rentre, il est suivi et il est reporté immédiatement à la base des données. Donc on va obliger tout le monde, parce qu'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Il y a des gens qui ne mettent même pas pied dans les auto-écoles mais qui ont le permis. Alors, mais c'est fini. Avec la nouvelle réforme, vous serez obligé de passer. Parce que le jour où vous rentrez à l'auto-école, on le sait. Le jour où vous sortez, on le sait. Et le jour où vous passez l'examen, on le sait. Et dès que vous passez l'examen, comme votre dossier est déjà dans la base de données, 30 minutes après, vous pouvez aller au guichet. Dès que vous vous présentez, que vous donnez vos papiers, on vous connaît déjà et on établit votre permis, on vous donne. Donc vous n'avez pas à attendre 1 an, 2 ans pour que, ou bien à payer quoi que ce soit pour qu'effectivement on puisse vous donner votre permis. Maintenant, on est parti plus loin. Puisqu'il s'agit aujourd'hui d'assurer la sécurité et la protection des citoyens ivoiriens. Donc nous sommes aujourd'hui, on mettra en place le permis à point. Bon, on décrit, on dit oui, le ministre maintenant il veut mettre le permis à point, c'est pas prévu, même les règles internationales ne permettent pas. C'est des histoires. Le permis à point, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on vous donne le permis, on vous donne 100 points. Et quand vous faites une faute, automatiquement, ça réduit le nombre de points que vous avez. Donc, au fur et à mesure que vous conduisez, on vous note et on regarde. Si on sent que vous avez beaucoup de mauvaises notes, on vous appelle. Monsieur le ministre, vous dit quoi? Ceux qui ont déjà et ceux qui ont le permis ancien, ils vont refaire leur permis encore? Mais bien sûr. Monsieur le ministre, il n'y a même pas 6 ans que les populations ont fait. Non, ce n'est pas une question de 6 ans. C'est une question d'ordre et de discipline et une question d'assurer la protection des Ivoiriens. Donc, s'il y a des méthodes, mesures qui sont prises et qui sont là, ça passe avant tout. Parce que vous, tout à l'heure, vous venez de déplorer. Mais si on ne prend pas les mesures pour que, effectivement, parce que si vous avez l'ancien permis, on ne peut pas vous prendre au niveau de la base de données.
Et vous avez un permis qui ne permet pas d'être identifié totalement au niveau de notre base de données. Donc on ne pourra pas vous noter. Or, il faut noter tous les citoyens. Si vous brûlez le feu, on saura que vous avez brûlé le feu et on mettra des techniques pour savoir. Mais pour faire ces techniques-là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que nous utilisions les nouvelles technologies à outrance. Et c'est ça qui va faire que tout le monde sera discipliné. Parce que dans les pays développés, les gens respectent le feu parce qu'on sait que si tu passes, automatiquement, tu auras une facture et on t'attendra. Pour la population, est-ce qu'elles ne vont pas payer encore plus cher pour avoir un permis? Non, ceux qui ont déjà le permis, carte de crédit ou autre, vont payer parce que ce qu'ils ont à payer, ce n'est plus la confection du dossier ou autre, comme nous avons déjà les dossiers que nous allons transférer. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est juste ce qu'il faut pour qu'effectivement on puisse lui donner la nouvelle carte. Donc qui coûtera nettement moins cher que ce qu'il avait à payer. Mais c'est normal que tout le monde rentre dans le système et qu'on puisse faire le contrôle. Et l'un des objectifs clés de cette réforme-là, c'est ça. Parce que ce qui nous a le plus manqué, c'est vraiment le manque de contrôle. Et je vais vous dire, aujourd'hui, ces structures-là qui émettent le permis aujourd'hui, il y a du faux, mais c'est fait avec la signature du ministre. Le ministre n'est au courant de rien et on veut que le ministre continue à travailler comme ça. J'ai dit non. Pour qu'on engage aujourd'hui ma responsabilité, je veux savoir qu'est-ce qui est fait, qu'on me donne un dossier et que j'ai le dossier dans mon ordinateur. En ce moment, j'assume la responsabilité. Or, aujourd'hui, je suis responsable sans avoir fait de contrôle. Monsieur le ministre, vous n'aurez pas pu recadrer tout cela. Mais c'est ce que je veux recadrer, pour qu'effectivement il y ait des contrôles. C'est ça qu'on appelle centralisation. Si c'est ça la centralisation, je suis d'accord, nous allons centraliser. Parce que le ministère va suivre l'ensemble des opérations de transport. La DGTTC, quel nouveau rôle? Puisque c'est ce que vous-même vous l'avez décrié récemment dans vos propos. Non, ce que je vous dis, la DGTTC d'abord c'est une direction générale qui est sous la coupe du ministère. Donc qui est différente d'une société avec laquelle nous avons signé des conventions. Donc qui ne peut rien faire d'autre que ce que le ministre demande de faire. C'est vrai que la DGTTC va faire le contrôle aujourd'hui, mais la DGTTC sera contrôlée. C'est ce que je vous dis. Tous les agents seront contrôlés. Et tous les agents fautifs seront sanctionnés. Et dorénavant, ce sera la base. Et on n'aura plus des fichiers ou bien des fiches sur lesquelles il faut travailler pour perdre un jour dans la recherche, ainsi de suite. Non. C'est des outils performants que nous avons aujourd'hui. Le dossier, il est là. Tout le monde peut l'avoir. Tous ceux qui doivent voir dans les services peuvent l'avoir. Et même au niveau des inspecteurs de permis, parce que ça me donne l'occasion. On dit que les inspecteurs, c'est vrai, c'est une réalité, mais nous allons prendre les dispositions. Parce qu'on va faire des centres d'examen. Et ces centres d'examen-là seront équipés. On aura des caméras de surveillance. Donc l'inspecteur ne pourra plus faire ce qu'il veut. Si vous demande de l'argent, on verra qu'il vous demande de l'argent et qu'il ne veut pas vous faire passer. Parce qu'il sera filmé. C'est ça. Mais si vous n'avez pas, si vous ne mettez pas ces dispositifs-là que les nouvelles technologies mettent à notre disposition aujourd'hui, vous pouvez mettre votre père ou bien votre frère et tout, mais ça sera toujours la même chose. Et comme j'ai cette conviction, pour moi, il faut aller de l'avant. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller dans l'émergence. Et c'est ça la protection des citoyens. C'est quand, juste le début de cette Dernière question. C'est quand concrètement les populations qui vous écoutent? Oui, quand je serai prêt, je vais donner le coup de sifflet et puis nous allons partir. Donc vous n'avez pas encore la date. 22 40 12 58 Maïsako. Nous avons un appel de M. Sanogo Issa. M. Sanogo Issa dit être conseiller juridique du CNOPSI, le Conseil national des organisations des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. M. Sanogo voudrait que le ministre clarifie le statut des conducteurs, les conducteurs qu'un décret de l'État met sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Artisanat. Il voudrait savoir donc la place accordée aux conducteurs
dans la mise en œuvre de la réforme du secteur des transports. Le deuxième appelant se nomme M. Yao, il réside à Bobo. Pour M. Yao, il y a trop de désordre dans le transport, notamment au niveau des transporteurs eux-mêmes. Ces derniers ne tardent pas à transformer chaque carrefour en gare et cela crée beaucoup d'embouteillages. Et de plus, les véhicules communément appelés Baka et ceux dits Woro Woro ne respectent même pas le code de la route. Pourquoi le ministère des Transports laisse-t-il les transporteurs s'imposer à l'État au moment où l'on parle de réforme? Le troisième intervenant est